Donc, le boom de la mémoire, constaté par plusieurs chercheurs en sciences sociales, se détecte aussi dans le roman contemporain. De multiples mises en scène littéraires de processus de remémoration soulignent la plupart du temps le côté problématique de l'appropriation du passé, voire la non-fiabilité de la mémoire. Un récit de souvenir présente en effet la signification actuelle, forcément subjective et sélective d'expériences passées, dont on se rappelle en vue de construire un récit cohérent de nos intentions et de nos actions à travers le temps. Pour citer un exemple québécois, Hunter s'est laissé couler de Judy Quinn comporte un récit de mémoire sous forme de témoignage qui regorge d'ellipses, de répétitions, d'hésitations. Néanmoins, les affirmations du personnage sont corroborées par le journal intime d'un autre personnage mis en première partie du roman. Et à ces récits lacunaires à vérité subjective, on pourrait dire, Judy Quinn oppose à la fin du roman le récit d'un narrateur hétérodiégétique, omniscient, donc ouvertement fictif, soulignant ainsi l'insaisissabilité de la vérité du passé au profit d'une mosaïque de souvenirs partiels et subjectifs. Et cet exemple me semble démontrer la nécessité d'adapter légèrement la notion de la narration non fiable aux réalités d'un roman de mémoire, en considérant la faillibilité de la mémoire qui mine naturellement la capacité du narrateur de rapporter objectivement ce qui s'est passé et qui touche à ce que Greta Olson a appelé la forme factuelle de la non-fiabilité. Cette forme factuelle de la non-fiabilité d'un narrateur se réfère à un narrateur faillible qui ne rapporte ou interprète les événements de manière adéquate parce que sa condition l'en empêche. Adéquat signifie dans le cas d'un récit de mémoire qu'il correspond aux critères de la véridicité, c'est-à-dire, ici je cite Birgit Neumann, une vérité du vécu et de l'interprétation du narrateur. Il importe donc de distinguer des indices d'hésitation et de doute qui pointent vers la faillibilité normale de la mémoire et des lacunes plus importantes, des contradictions ou des indices de manipulation du discours qui pointent vers la faillibilité du narrateur, chose pas si facile à distinguer. Le cas advenant, celle-ci peut tendre vers la deuxième forme de la non-fiabilité qu'Olson qualifie de normative. La non-fiabilité normative désigne un écart de valeur morale qui se détecte lors de la lecture. En simplifiant, il s'agit de l'écart entre les valeurs du narrateur d'un côté et de l'autre, selon le théoricien, celle de l'auteur implicite ou bien celle de lecteur. Un narrateur qui rapporte donc de manière fidèle les faits, mais les interprète et les évalue d'une manière qui ne concorde pas avec celle du lecteur, de l'auteur implicite, apparaît ainsi peu fiable, ou plus précisément, pas digne de sa confiance. Et ces deux formes de non-fiabilité occasionnent, selon Olson, de différentes réactions de la part du lecteur qui serait plus prêt à pardonner un narrateur faillible qu'un narrateur qu'il n'estime pas digne de confiance. Un narrateur faillible ne peut pas voir clair, ne peut pas se souvenir correctement, et un narrateur non digne de confiance ne veut pas voir clair, et ou semble manipuler ses souvenirs pour mieux paraître, pour cacher quelque chose. Et en ce qui suit, je tâcherai de donner un petit aperçu de la diversité des formes de la narration non fiable dans le roman de mémoire, afin d'en dégager quelques enjeux. Il s'agit d'une réflexion en cours, donc soyez indulgents. Et je suivrai la distinction proposée par Olson en esquissant d'abord un éventail de narrateurs faillibles, allant d'une faillibilité par omission jusqu'à une manipulation pas mal flagrante qui tend déjà vers l'abus de confiance, avant d'analyser deux romans historiques dont les narrateurs font preuve d'un jugement moral douteux. Je commencerai par un cas de faillibilité par omission, l'impossibilité de raconter dans Des Hommes. Rabu, le premier narrateur des Hommes de Laurent Mauvigné, est un ancien appelé de la guerre d'Algérie qui a refoulé son expérience traumatique depuis plus de 40 ans. Son récit, divisé en 4 parties, après-midi, soir, nuit et matin, retrace le surgissement douloureux de ses souvenirs déclenchés par l'intrusion de son cousin, Bernard, lui aussi un ancien appelé de la guerre d'Algérie, à une fête au village. Et cette intrusion est une attaque raciste que Bernard, donc le cousin, commettra contre un villageois d'origine algérienne dans la même journée, rouvre une vieille blessure mal cicatrisée de Rabu. Son récit, dont la ponctuation brouille la distinction entre paroles et pensées, entre discours propres, discours apportés,
et qui est parsemé d'ellipses et d'épanorthoses, révèle qu'il revit plutôt la soirée au lieu de la résumer, débordé par le flot de souvenirs qu'il peine à maîtriser. Il admet par exemple, je cite, « Enfin non, ce n'est pas comme ça qu'il faut raconter, pas comme ça que les choses me sont tombées dessus, ni qu'il a fallu les affronter. » Et à la fin de la soirée, le récit glisse vers le nœud du traumatisme sur lequel bute Rabu, et ce, en donnant la parole à une voix d'origine incertaine, dont le récit linéaire se distingue de, je cite, « l'amas compact et confus des souvenirs de Rabu ». De plus, de multiples prolepses et commentaires témoignent de la vue d'ensemble de cette nouvelle instance narrative hétérodiégétique qui a de plus des connaissances dont Rabu ne dispose pas ou plus d'après son récit de mémoire. Telle une instance collective, cette voix d'origine incertaine retrace les circonstances qui ont mené à un drame liant Rabu et son cousin Bernard et lors duquel plusieurs appelés ont trouvé la mort. Et le matin, Rabu assume de nouveau la narration et arrive à confronter un flot de souvenirs douloureux dans un monologue intérieur. La faillibilité, qui est ici synonyme de silence, est donc un symptôme du traumatisme de Rabu qui bute sur la vérité vécue, qui lui est indicible. Et le roman souligne cette indicibilité par un récit d'une mémoire collective qui est à la fois vraie et impossible à mettre en mots pour Rabu. Il en est autrement dans mon deuxième exemple, le cas de Spione. Spione, ça veut dire espion ou Judas de porte en allemand. C'est un roman de l'écrivain allemand Marcel Paille qui se déploie sur 3 niveaux temporels et met en scène un rapport problématique au passé de la génération qui vient après, occasionné par ce que Dominique Viard appelle un défaut de transmission de la mémoire. Le narrateur anonyme y relate des vacances passées avec ses cousins et cousines en 1977, lors desquelles les enfants s'inventent une histoire de famille. En fait, ils tombent sur un album de photos où ils pensent identifier leur grand-père inconnu, et se mettent à spéculer sur la vie de leurs grands-parents, qui leur sont donc inconnus. À partir d'un commentaire dans l'album, je cite « Retour d'Espagne, été 1937 », et des photos de l'homme en uniforme, il se figure une histoire secrète de ce membre supposé de la Légion Condor et fabule sur un complot contre la grand-mère, qui est décédée avant leur naissance, mais qui s'imagine chanteuse d'opéra et dont il ne trouve curieusement aucune photo dans l'album. Le récit juxtapose les scènes de la vie des grands-parents à partir des années 30, partant souvent de descriptions de photos, des scènes de l'enfance des cousins et cousines à la fin des années 70, ainsi que des scènes du présent du narrateur qui rencontre de nouveau son cousin et une cousine, après plusieurs années donc, et qui le confronte avec son obsession et le danger de se perdre dans un passé inventé. Même si le narrateur avoue tôt, je cite, « J'ai depuis longtemps commencé à compléter les parties floues, les parties aveugles par ma propre imagination. L'étendue de l'invention se confirme seulement vers la fin du roman. Le récit repose en effet en grande partie sur des images de mémoire qu'il a créées au fil des ans et qui déclenchent son imagination à la manière de photos, même si plusieurs des photos décrites s'avèrent ne jamais avoir existé. Et à la fin de son récit, qui multiplie des contradictions et des incongruités, le narrateur raconte même la rencontre avec une ancienne chanteuse d'opéra qui lui révèle la raison de sa rupture avec la famille. Il s'agit d'une histoire de sacrifice personnel qui est pas mal tirée par les cheveux, mais qui est néanmoins cohérente et qui plus est offre l'explication tant recherchée pour le silence entourant la grand-mère. Et cette histoire d'une perte de la réalité dans les dédales des non-dits semble jouer sur l'omniprésence de la Seconde Guerre mondiale dans la mémoire collective allemande, qui fait en sorte que les petits-enfants et avec eux le lecteur soupçonnent tout naturellement l'explication au silence des parents dans quelque chose qui a à voir avec la Deuxième Guerre mondiale. Le narrateur de Spione s'enfuit donc dans un passé parallèle afin de combler son besoin d'une histoire de famille cohérente qui expliquerait le silence entre ses parents et ses grands-parents et afin de refouler les réflexions sur les vrais problèmes de sa famille.
Pour d'autres raisons, le Black Note de Tanguy-Viel constitue un cas limite entre les deux formes de non-fiabilité. Donc, on change complètement de registre. Ancien membre d'un groupe de jazz, le narrateur et ses 3 copains avaient été d'ardents admirateurs du quartet de John Coltrane, qu'ils avaient espéré pouvoir imiter avant de sombrer dans la léthargie de la drogue et des projets non accomplis. Leur aventure prend fin lors de l'incendie de leur maison, l'éponyme Black Note, lors de laquelle meurt Paul, le leader du groupe. Et interné dans un hôpital psychiatrique après l'incendie, le narrateur, c'est en fait l'ancien trompettiste du groupe, parle, je cite, à tout le monde, et son besoin ardent de communication annonce une quête d'indices pour le lecteur. Le narrateur semble en fait faillible. Ici, je cite Anna Mariargic, probablement c'est encore son nom, rongé par la consommation de drogue, traumatisé par l'événement horrible qu'il a vécu et tourmenté par des visions réitératives du drame, il est manifestement dérangé dans ses capacités intellectuelles. D'emblée de crédibilité douteuse, le narrateur adresse son discours souvent décousu et répétitif à plusieurs personnes de son entourage, en révélant qu'il a trop vu clair dans le jeu de manipulation de Paul, qu'il blâme en fait pour l'échec de leur projet. Ce qui nourrit déjà les soupçons du lecteur, renforcés au cours de la lecture par des versions contradictoires de son implication dans la tragédie. Son discours varie en effet selon l'interlocuteur. Se confessant à un autre patient qui est censé quitter l'hôpital, il se méfie du directeur dont il présume les soupçons, ce qui laisse sous-entendre une manipulation consciente de son discours. Faute d'un point de vue externe, le récit reste cependant indécidable, comme l'a souligné Cassie dans sa thèse, et se trouve du coup sur la frontière entre la narration faillible et la narration indigne de confiance, dépendamment en fait du verdict final du lecteur. Si la véridicité, voire même la vérité des faits, est l'enjeu primordial dans ces 3 exemples plutôt, une défiance sur le plan moral est au centre des soupçons des lecteurs de mes derniers exemples, Où j'ai laissé mon âme de Jérôme Ferrari et Les Bienveillantes de Jonathan Little. 2 romans qui donnent la parole au bourreau. Le récit d'Où j'ai laissé mon âme se déroule sur 2 niveaux fictionnels, alternant le monologue de l'ex-lieutenant de l'armée française Horace Andréani, qui s'adresse depuis le présent à son supérieur, André de Gorce, et un récit hétérodiégétique qui relate au présent les 3 journées décisives de la bataille d'Alger, donc en 1957, et ce, du point de vue de Gorce. Et pendant ces 3 jours, l'armée française a capturé un haut placé du FLN qui s'est suicidé dans sa cellule juste avant son transfert planifié en métropole. C'est du moins ce que croyait le capitaine de Gorce, un chrétien croyant et ancien résistant, qui se montre bouleversé par la mort de son ennemi, ce qui indigne son lieutenant, donc Horace Andréani, qui lui avait effectué l'ordre de mettre en scène le suicide. Et se remémorant les événements quelques 40 ans après, Andréani déploie dès sa première intervention une image cyclique de l'histoire. Ainsi, il dit à De Gorce que, je cite, « Le sang des nôtres et le sang que nous avons répandu ont été depuis longtemps effacés par un sang nouveau qui sera bientôt effacé à son tour. » Et affirme que le millénaire qui s'annonce ne proposera rien de nouveau. Bref, selon sa philosophie fataliste, la vie et l'acte singulier n'ont pas d'importance devant le cours de l'histoire, élevé ici au rang d'une force majeure qui balaie les vies et les morts et permettent ainsi d'oublier sa propre responsabilité. Qui plus est, enchaînant souvenirs plus lointains et impressions plus récentes de manière associative, mais ne portant aucun signe de doute ou d'hésitation, le récit d'Andréani amène le lecteur à reconstruire un récit de vie des plus cohérents, à partir de, je cite, la nuit décisive de ses 16 ans, durant l'automne de 1942, au cours de laquelle il tue un soldat italien en acceptant sans broncher son sort futur de soldat jusqu'en Indochine et en Algérie, où il sert loyalement l'armée française. La seule valeur qui compte pour lui étant en effet la loyauté, il ne se pose pas la question du bien fondé de ses actes tant qu'ils sont conformes à son devoir. Encerclé par les interventions dans lesquelles Andréani profère son image donc cyclique, fataliste de l'histoire, les 3 segments hétérodiégétiques du roman sont agencés de sorte qu'ils soulignent l'évolution intérieure de Gorce, qui se transforme malgré lui en bourreau.
Ce faisant, le tourment intérieur de Degors, tiraillé entre son devoir de militaire et son dégoût face à la spirale de la violence dans laquelle il s'est empêtré, fait ressortir le manque flagrant de respect pour la vie humaine individuelle que manifeste Andréani. Et de cette manière, le dispositif narratif du roman brise la cohérence semblant inébranlable du discours d'Andréani, auquel les répétitions et les affirmations de ce souvenir confèrent en plus un caractère obsessionnel. Son récit au statut flou, donc le récit d'Andréani, aussi entre bilan de vie, règlement de compte, entre justification et accusation, son seul point de repère étant son opposition à tout ce qu'incarne Degors, c'est-à-dire le doute et le regret. Sincère dans la description de ses intentions et des faits commis, jusque dans le fait d'assumer son statut de bourreau, la posture d'Andréani dérange parce qu'elle va clairement à l'encontre de la mémoire collective qui s'efforce à reconnaître les torts de l'armée française. Niant d'emblée la responsabilité individuelle dans le cours de l'histoire, Andréani s'avère non digne de la confiance d'un lecteur moderne, il faut dire, que ce pseudo-dialogue à travers le temps place dans la position de ce que Emmanuel Beaujus appelle le juge-arbitre. Les Bienveillantes, donc on change de guerre, de Jonathan Little va un pas plus loin, car ce roman très discuté, qui travaille aussi avec un dialogue unidirectionnel de la part d'un bourreau, ne quitte pas la perception du narrateur. Max Aue, le protagoniste narrateur, demande en fait dès l'incipit, je cite, « Frères humains, laissez-moi raconter comment ça s'est passé », convoquant ainsi explicitement encore une fois le lecteur en tant que juge-arbitre. Plus tard, il affirme que son entreprise sert à, je cite, sa propre hygiène mentale, soit à vider son sac, et que le lecteur peut aussi bien fermer le livre, ce qui implique un souci de respecter la vérité vécue. Quelques trous de mémoire avoués, surtout celui concernant la veille de la mort de sa mère et de son beau-père, et les épisodes de délire mettent toutefois en cause son état mental et du coup sa crédibilité, sans pour autant permettre au lecteur de le voir comme un monstre inhumain, ce qui serait trop facile. En présentant le point de vue d'un nazi, le roman a toutefois recours à deux stratégies principales afin d'empêcher une identification avec le personnage. D'un côté, Max Aue, cet SS intellectuel, amoureux de sa sœur et probablement transsexuel, et, il faut le dire, un personnage fort peu vraisemblable. Et sur 900 pages, son monologue fleuve livre un récit consciencieux jusque dans les discours directs de son parcours, aussi improbable qu'il a amené à participer, entre autres, à la Shoah par balle en Ukraine, à la bataille de Stalingrad, à l'évacuation d'Auschwitz et à témoigner des derniers jours de Berlin sous le Troisième Reich. Son récit même est, du coup, selon Serge Senkin, un indice d'invraisemblance. Je cite, « Il raconte les horreurs du génocide avec une franchise dont les bourreaux réels seraient incapables. Cela soit se taise, soit se dissimule derrière le langage de l'État, le jargon d'un pouvoir technocratique. » Par ses invraisemblances et extrêmes, Aue s'apparente à une expérience littéraire, une mise en scène de la mentalité d'un nazi qui invite moins à l'identification ou à l'opposition du lecteur qu'à l'analyse, bref, à suivre cet observateur professionnel dans ses pas en quelque sorte. De l'autre côté, le récit comporte ce que Luc Rasson a appelé des contre-discours de diverses natures qui délégitimisent l'idéologie nazie. Nazi convaincu, Max Aue ne croit pas en l'universalisme des droits humains. Selon lui, je cite, « En ce qui concerne la justice, il n'y a pas d'instance absolue. » C'est pourquoi tout au long du récit, d'un esprit servile, il obéit aux ordres. Il sanctionne cependant des excès de violence et somatise sa détresse. Il évoque de fréquents diarrhées et vomissements face aux tueries, même s'il se montre dans ce contexte de plus en plus indifférent au cours du livre, surtout dans le cadre privé, comme l'a démontré Julie Delorme. De manière plus explicite, ce nazi d'une confiance presque inébranlable en l'autorité de l'État se montre en effet parfois critique, ce toutefois sans pour autant se révolter, et surtout pas pour les mêmes raisons que le lecteur. Se référant par exemple au sort atroce des Juifs déportés d'Hongrie qui étaient censés travailler pour l'effort de guerre du Reich, il se contente ainsi de souligner, je cite,
Massacrer ces gens me paraissait, dans l'état actuel des choses, parfaitement idiot et inutile, mais Krauss avait ses ordres et cela ne ressortissait pas à mon domaine de compétence. Le plus important de ces contre-discours, qui semblent exprimer l'opinion de l'auteur implicite et sous-tendent, selon Luc Rasson, le roman au complet, est celui du lieutenant Voss, un linguiste qui explique à Max Aue que la notion de la race, qui est au cœur de l'idéologie nazie, est un concept scientifiquement indéfinissable, et, je cite, un concept scientifiquement indéfinissable et donc sans valeur théorique, et ajoute plus tard, si c'est des critères comme les leurs qui vous servent à décider de la vie et de la mort des gens, vous feriez mieux d'aller tirer au hasard dans la foule, le résultat serait le même. Ce sont donc de tels contre-discours assez clairs qui guident le lecteur qui n'aurait pas perçu d'écart entre ses valeurs morales et celles de Max Aue. Ce petit survol des variétés de la non-fiabilité dans le roman de mémoire contemporain me semble avoir démontré la pertinence de distinguer des narrateurs faillibles de narrateurs non dignes de confiance, même si le jugement peut différer d'un lecteur à l'autre. Un roman que je n'ai pas pu aborder, mais dont Pierre-Luc va parler demain, Le ciel de Bay City de Catherine Mavrakakis, pourrait aussi bien l'illustrer. Dans les exemples esquissés, les narrateurs non dignes de confiance, et ce sur le plan des faits ou de leur évaluation, se trahissent par un trop de cohérence, en fait. À la crédibilité douteuse des personnages narrateurs s'ajoute un point de vue extérieur, voire des contre-discours qui guident le lecteur dans son interprétation. Et de plus, dans les deux derniers exemples, le dispositif d'un dialogue unidirectionnel, voire l'apostrophe du lecteur, porte l'univers fictionnel et avec lui le conflit dans le présent du lecteur, placé ainsi dans le rôle du juge-arbitre. En ce qui concerne la première forme, la faillibilité du narrateur s'est avéré le symptôme d'un traumatisme, d'un sentiment de culpabilité ou d'un état de détresse psychique dont les failles du récit, répétition, ellipse ou contradiction, traduisent fidèlement la vérité subjective sans pour autant concorder avec la vérité des faits ou de leur enchaînement. La narration faillible de romans historiques comme Des hommes ou bien Spione semble de plus mettre en abîme la transmission problématique de la mémoire, en plus d'illustrer les limites du récit en tant que médium d'expression des images intérieures qui constituent la mémoire. Merci.